Bonsoir et merci de nous être fidèles chaque soir. Nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette nouvelle édition. Le départ de la Vuelta a été donné aujourd'hui à Turin en présence du prince Albert II. Dans un an, ce sera au tour de Monaco d'accueillir le grand départ du Tour d'Espagne cycliste. Christian Tornator est en charge de l'organisation de ce qui sera l'un des temps forts de l'année 2026 en principauté. Nous serons en duplex avec lui depuis la capitale du Piémont. Quand le monde du sport s'allie à de belles causes, l'ASM-FC a présenté hier sur le port Hercule le fruit de la grande opération que le club a organisée pour collecter des fournitures scolaires destinées aux bénéficiaires de l'association Les Enfants de Francky. Le mondial du théâtre amateur se poursuit jusqu'au 27 août. Vous aurez l'occasion jusqu'à cette date de découvrir de nombreuses troupes internationales et vous entendrez dans cette édition la présidente du comité d'honneur, Mélanie Antoinette de Massy. Elle est la représentante de Monaco dans le World Album, un album de musique qui a compilé des morceaux d'artistes de tous les pays du monde. Olivia Dorato nous racontera la belle histoire qui se cache derrière cette initiative. Enfin, envie de grands espaces, nous vous emmènerons à la fin du journal au Grand Canyon, dans les carnets de voyage de notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani. C'est donc à Turin qu'a débuté aujourd'hui le Tour d'Espagne cycliste. Le départ a été donné peu avant 13 h en présence du prince Albert II, féru de cyclisme, mais qui représentait aussi le pays hôte du prochain grand départ de la Vuelta. Ce sera en août 2026 à Monaco donc. Et pour débuter aujourd'hui, les coureurs du peloton ont disputé non pas un contre-la-montre, comme c'est bien souvent le cas, mais une étape en ligne. Parmi les 184 coureurs qui composent le peloton, figure le monégasque Victor Langelotti, que vous avez rencontré, Frédéric Hélion, à Turin avant le départ. Oui, effectivement, Patricia, en compagnie de Victor Langelotti, le coureur monégasque qui nous a fait l'amitié de répondre à nos questions quelques heures avant de prendre le départ de la première étape de cette Vuelta. Victor, bonjour. Bonjour. Première question toute simple, vous sortez d'un Tour de Pologne qui a été très réussi sur le plan personnel, avec notamment cette victoire d'étape et le maillot, un top 10 aussi au final. Comment ça va physiquement? Comment vont les jambes avant le grand départ de la Vuelta? Tout va pour le mieux. Comme vous l'avez dit, la préparation était idéale. Le Tour de Pologne s'est très bien passé. J'ai eu le temps de rentrer sur Monaco juste après le Tour de Pologne, de me reposer un peu pour être fin prêt pour cette Vuelta. Donc tout est au mieux et prêt pour le départ. Quand est-ce que vous avez appris finalement que vous alliez participer à la Vuelta? Est-ce que ce très bon Tour de Pologne a joué ou la décision était prise avant? Non, la décision s'est faite après le Tour de Pologne. Okay. Donc l'équipe attendait de voir les performances des différents coureurs sur le Tour de Pologne et le Tour de Burgos qui avait lieu en même temps. Et c'est suite au Tour de Pologne que j'ai appris ma sélection. Donc je pense que les performances ont joué dans la sélection. Et du coup, voilà, on est ici au départ. Si on dit Vuelta, Tour d'Espagne, pour vous, forcément, ça rappelle beaucoup de choses. On s'en souvient 2022, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais vous ne deviez pas à l'époque participer à cette Vuelta et vous avez vécu des émotions de fou, quoi. Non, c'est ça. Pour moi, la Vuelta, c'est d'excellents souvenirs. 2022, je ne pensais pas être au départ. On m'a appelé en dernière minute. Départ depuis les Pays-Bas cette fois-ci. Ouais. Puis après quelques jours en Espagne, j'ai pu prendre le maillot de la montagne, donc c'est des souvenirs incroyables et je pense que c'est les meilleurs souvenirs que j'ai sur un vélo jusqu'à présent. Non, je suis ravi d'être là et j'espère revivre les mêmes émotions cette année. C'est tout ce qu'on vous souhaite. À l'époque, vous étiez chez Burgos, une équipe continentale. Là, j'ai envie de dire, changement de décor total. Ineos, c'est un des gros mastodontes du peloton, une équipe World Tour. Parlez-nous peut-être un peu de votre rôle au sein de l'équipe. Est-ce que vous allez avoir votre carte à jouer sur certaines étapes, peut-être dimanche d'ailleurs sur l'étape qui arrive à Limone, pas loin, ou on est dans un rôle d'équipier pour notamment Egan Bernal? Non, c'est ça, les équipes, disons, de deux dimensions différentes, donc ça n'a, disons, plus rien à voir. Les attentes sont pas les mêmes. Et du coup, voilà, les objectifs non plus sont pas les mêmes. Donc voilà, mon rôle dans l'équipe, ça va être principalement de protéger Egan du mieux possible. Parce que l'objectif, c'est de faire un top 5 avec Egan. Et après, ouais, je sais que sur quelques étapes, j'aurai ma carte à jouer. Et voilà, il y a beaucoup d'arrivées en montée, en boss, qui pourraient me convenir.
Donc je pense que j'aurai ma carte à jouer sur plusieurs étapes et l'objectif pour l'équipe c'est aussi bien aller chercher des étapes et le top 5 au général. Donc on va essayer de jouer sur les deux tableaux et voilà, on est très ambitieux et très motivé pour atteindre nos objectifs. Ça se détermine comment? C'est au briefing le matin de chaque étape où on dit Victor, t'as ta chance, ou c'est au final la course qui va décider si vous avez les jambes, vous sentez, vous partez dans l'échappée? Alors j'ai envie de dire un peu les deux parce que évidemment on a une stratégie, un plan avant chaque étape. Après voilà, ce plan il s'adapte à la course, aux conditions de chaque coureur. Donc il faut être prêt à adapter le plan à la situation, mais évidemment on a un plan pour chaque étape, quoi. Et Victor aussi n'est pas le seul coureur formé à l'UC Monaco qui va participer à cette Vuelta chez Ineos. C'est quand même assez fou. On se souvient, on était déjà avec Thomas Deus qui est derrière la caméra ici à Turin. On vous avait suivi du côté de l'Escarène quand vous étiez en espoir à l'UC Monaco, vous et Brandon Rivera. Et vous êtes maintenant ensemble chez Ineos pour faire la Vuelta. Si on vous l'avait dit il y a plus de 10 ans, c'est dingue, non? Ah, c'est hallucinant. J'en parlais avec lui là, il y a quelques jours et c'est absolument fou. Déjà, on rêvait simplement de pouvoir passer professionnel. C'était déjà hallucinant d'être professionnel. Là, maintenant, de se retrouver au sein de la même équipe, c'était encore plus fou dès le début de la saison. C'est incroyable. Et non, et là, de prendre le départ d'un grand tour de la Vuelta ensemble, c'est même inespéré. Donc, je pense tous les deux, on vit un rêve et c'est magnifique de voir ça et voir que le travail de l'UC Monaco, de la fédération, a payé bien des années après. Mais que le travail paye, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, avec Brandon, on se connaît depuis très longtemps, du coup on est amis et c'est génial de pouvoir vivre ça avec un ami de longue date. Une Vuelta réussie, Victor, dernière question pour vous, ce serait quoi? Une Vuelta réussie, d'abord arriver à Madrid parce que justement la dernière fois en 2022 j'avais eu cette frustration de ne pas arriver au bout. Donc premièrement la finir et après la cerise sur le gâteau ça serait une victoire d'étape. Et là, le top du top serait victoire d'étape avec Egan dans les 5 au général, ça serait le top. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Victor de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour ce Tour d'Espagne. Merci beaucoup. Et changement de décor, quelques heures plus tard, rendez-vous sur la place du Palais Royal de Venaria où tous les coureurs et chaque équipe sont montés juste derrière moi ici sur le podium, les unes après les autres. L'occasion aussi pour le prince souverain de venir rendre visite à certains coureurs et notamment à Victor Langelotti, le prince qui s'est exprimé avec différents coureurs de ce peloton de la Vuelta. Il a l'habitude de la Vuelta puisqu'il a déjà participé avec un certain succès avant qu'il ait eu malheureusement une chute il y a quelques années. Et puis mais son récent exploit de la victoire au Tour de Pologne, bien sûr c'est une grande fierté. J'ai pu le féliciter par téléphone et par écrit et donc voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir le saluer avant le départ, aussi avec son coéquipier Brandon Rivera qui a été formé à l'Union cycliste de Monaco, qui est colombien, mais qui voilà, et donc ces deux espoirs, un vrai monégasque et un monégasque de formation, disons, je crois que c'est de bon augure pour cette Vuelta et on lui souhaite le meilleur possible, mais on compte bien qu'il sera au départ à Monaco l'année prochaine aussi. Je suis très heureux d'être là avec la petite délégation monégasque qui m'accompagne, ce magnifique cadre du palais de la Venaria pour ce très beau départ de la Vuelta 2025. Alors bien sûr, on est là pour prendre un peu la température et voir comment est l'organisation d'un grand départ de la Vuelta. Bien sûr, on a le vécu du grand départ à Monaco en 2009 et puis des autres événements qui ont eu lieu en cyclisme. Mais voilà, chaque événement est différent, donc c'est formidable de pouvoir être là, de pouvoir vivre ça un peu de l'intérieur pour préparer ce grand départ de la Vuelta 2026 à Monaco. Et le prince souverain a ensuite assisté au départ fictif qui a été donné juste derrière moi, le départ de la première étape de cette Vuelta 2025, 186 km au programme avec une arrivée prévue à Novara. Et c'est un connaisseur qui a été choisi pour chapeauter la logistique du grand départ de la Vuelta à Monaco en 2026. Christian Tornator avait déjà officié lors du départ de la dernière étape du Tour de France 2024 depuis Monaco vers Nice. Il était hier à Turin et nous le retrouvons tout de suite. Bonsoir Christian Tornator.
Bonsoir Patricia. Vous avez organisé à Turin hier un point presse pour les médias présents à la veille du départ de la Vuelta. Quel en était l'objectif? Et peut-on parler de répétition générale avant l'an prochain? Alors c'était un point presse qui était destiné bien entendu à tous les représentants des médias présents pour le départ de la Vuelta. Alors c'est pas forcément une répétition, mais c'était surtout pour les informer que le 25 octobre nous aurons une conférence de presse qui va dévoiler le parcours en principauté, le parcours du contre-la-montre du samedi 22 et l'itinéraire aussi du départ, du réel grand départ que nous aurons le lendemain dimanche 23 août 2026. Mais quelques informations ont déjà fuité dans la presse. Est-ce que l'on peut avoir quelques petits scoops? Je pense qu'on peut dire que le contre-la-montre parcourra pratiquement la totalité des quartiers de Monaco, ce qui est pas simple à réaliser et qui pose quelques difficultés bien entendu, mais on a essayé de pimenter la chose avec un parcours original que vous découvrirez dans 1 mois et demi, dans 2 mois maintenant. Donc il y aura forcément des surprises, mais je pense qu'elles seront agréables. Et je crois que les coureurs qui ont déjà essayé le parcours, mais en cachette, on va dire, parce qu'ils savent plus ou moins qu'est-ce que l'on va faire. Et puis ils l'ont peut-être déjà un peu pratiqué. Je pense qu'on a des bons retours, y compris de la direction de course de la Vuelta qui a fait le parcours aussi en ma compagnie. Et vous profitez de votre présence ici à Turin sur le départ de la Vuelta 2025 pour prendre des informations pour 2026? Oui, alors c'est vrai que l'organisation d'un départ et d'un grand départ est complexe. Il faut savoir qu'il faut sticker les voitures de l'organisation, il faut habiller les membres de l'organisation. Alors ce sont nos amis espagnols et les organisateurs eux-mêmes qui vont habiller toutes ces personnes et tous ces véhicules. Mais cela demande beaucoup d'espace qu'on a toujours peu en principauté. Donc il faut les trouver, il faut les définir, il faut les aménager et il faut les occuper. Et on risque de les occuper un petit peu plus longtemps que prévu. Donc ça risque de poser d'autres problèmes. Enfin, un mot sur cette statistique avant de vous laisser, Christian Tornator. L'année prochaine, Monaco deviendra la première ville au monde à avoir accueilli le départ des 3 grands tours, Tour de France, Vuelta, Giro. C'est loin d'être anodin. Oui, effectivement, Monaco sera la seule ville au monde, et même le seul État au monde à avoir accueilli le départ des 3 grands tours, puisque nous avons déjà le Giro qui est parti dans les années 60, le Tour de France en 2009, j'avais même participé au Critérium à l'époque, et donc l'année prochaine, la Vuelta, donc on fait le tris, et je pense que c'est exceptionnel, et ça représente bien la valeur sportive de la principauté de Monaco. Merci Christian Tornator d'avoir été avec nous en duplex de Turin aujourd'hui sur Monaco Info et à très bientôt. Merci. Merci Patricia. Faisons un point à présent sur l'arrivée de la 2e étape de l'Ocean Race Europe. Team Malizia, emmené par le navigateur Boris Herrmann, a terminé à la 4e place. C'est Paul Mella sur Biotherm qui fait coup double en s'imposant à Carthagène après avoir déjà remporté la première étape. Au classement général dominé par Biotherm, Malizia pointe en 4e position. Les bateaux concurrents ont encore 3 manches à disputer. Prochaine étape de l'Ocean Race Europe à partir du 26 août entre Carthagène et Nice. Vous avez pu profiter pendant tout l'été des animations estivales mises en place par la mairie sur le port Hercule. La SMFC, qui disposait d'un espace, a organisé de nombreux rendez-vous avec en toile de fond un objectif caritatif. Le club de football de la Principauté a recueilli tout au long de l'été des fournitures scolaires destinées à l'association Les Enfants de Francky. Les explications de Yannick Debever sur des images de Julien Logier. La rentrée approche et avec elle, la fin des événements estivaux de la mairie de Monaco. Le village de l'ASM s'apprête à fermer ses portes après un été à accueillir les fans de foot du monde entier, mais aussi à collecter des fournitures scolaires au profit de l'association Les Enfants de Francky, qui pourra équiper 500 élèves dans le besoin. Fourniture scolaire, c'est quelque chose de difficile pour nous parce qu'effectivement, on doit acheter des choses nouveaux. Les enfants n'ont pas l'argent. Et la cartable vient donnée par un enfant de Monaco, dans les écoles à côté.
Et c'est un cadeau pour l'enfant qui est malade et qui n'a pas la possibilité ni d'acheter ni les fournitures scolaires et ni la cartable. Donc c'est un bel élan qu'ils ont fait à l'AS Monaco aujourd'hui. Cette opération de l'ASM ancre encore un peu plus le club dans la vie quotidienne des Monégasques. Son village, mis en place sur le port Hercule, a accueilli 500 visiteurs par jour en moyenne, avec des moments forts comme la venue de joueurs stars. Même en période de trêve, le club rouge et blanc était visible de tous, toujours derrière une identité très familiale. We had the chance to bring players to be more close to the community, to the fans, to the kids, promoting football tournaments, connecting our club to our fans, to our city. Also, of course, summer Monaco, a lot of tourism from all over the world. A lot of ideas for the next year. We hope to be back on next summer village. Désireux de continuer ses actions de proximité, l'AS Monaco lance la 4e édition du Kids Tour à la rentrée et annonce réserver quelques surprises pour ses supporters durant la saison. Le village de l'ASM-FC était donc l'une des animations phares sur le port Hercule cet été, parmi plusieurs autres. Et il faut bien dire que les activités proposées par la mairie ont une fois de plus été plébiscitées. Axel Amalberti-Verdino, adjointe au maire, dresse le bilan. Bilan très positif car nous avons eu beaucoup de fréquentation, pas mal de touristes et rien qu'à regarder l'engouement et le sourire sur les enfants, je sais et j'espère qu'ils étaient contents en tout cas. L'objectif est de faire plaisir au maximum de personnes. Donc encore une fois, il est difficile de pouvoir comptabiliser à part pendant les feux d'artifice. On a atteint la jauge de 4000 personnes par feu d'artifice, sachant que le périmètre était assez quand même restreint. Donc oui, belle satisfaction pour ces 2 feux d'artifice, mais également belle satisfaction par rapport à toutes les opérations qui ont été menées. Donc par rapport à l'accueil du public au travers des manifestations proposées, mais également grâce à des partenaires comme l'ASM Foot, l'ASM Basket et également aujourd'hui on se retrouve pour les enfants de Francky. Le mondial du théâtre continue de réunir passionnés comme amateurs à Monaco et ce depuis mercredi dernier. Ce matin a eu lieu à l'auditorium Régnier 3 l'ouverture du 41e congrès de l'Association internationale du théâtre amateur. À l'occasion de cette assemblée, la présidente du comité d'honneur, Mélanie-Antoinette de Massy, était présente et elle est revenue sur le développement du théâtre amateur. Nous l'écoutons. Pour moi, c'est déjà beaucoup de souvenirs. Je venais déjà enfant avec ma grand-mère et puis avec ma mère. Ma grand-mère a été, peut-être pas l'initiative, mais a soutenu le studio de Monaco dès sa création en 1939. Je pense que pour elle, c'était aussi quelque chose d'important et elle venait à chaque fois voir les pièces du studio de Monaco. Et puis tout naturellement, elle a évidemment soutenu l'initiative de la création du mondial du théâtre donc en 1957. Et puis elle venait avec ma mère et puis par la suite, donc quand je suis née, j'ai commencé à venir aussi avec elle et puis comme je vous disais aussi avec ma mère. Et donc pour moi c'est vraiment important de continuer à soutenir cet événement. C'est un événement très bon enfant vu que ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Finalement c'est peut-être encore plus bon enfant que certains autres événements qu'on peut connaître en principauté et on voit que les personnes sont vraiment heureuses de pouvoir partager leur amour du théâtre et aussi découvrir la principauté pour ceux qui ne sont jamais venus. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des pays qui viennent des 5 continents. Il y a même par exemple la Nouvelle-Zélande, il y a le Japon, il y a la Colombie, il y a Cuba, puis évidemment plusieurs pays européens. Donc il y a le Maroc également, il y a vraiment les 5 continents représentés. Donc on peut voir vraiment la culture, les traditions des divers pays. Par exemple, la Colombie, hier soir, était complètement différent que le Royaume-Uni, par exemple. Enfin, c'est la nuit et le jour. Donc, c'est intéressant de voir comment eux travaillent, comment eux fonctionnent, comment eux voient les pièces. Par exemple, il y a 4 ans en arrière, le mondial du théâtre, c'est tous les 4 ans. Il y a 4 ans, il y avait 3 pays différents, donc en plus de 3 continents, qui jouaient l'avare. Et c'était vraiment intéressant de voir leurs différentes façons de jouer la pièce, de vouloir l'interpréter. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant. Ça permet à la population de Monaco de
de découvrir le théâtre amateur, mais découvrir le théâtre, comment les pièces peuvent être jouées ou interprétées par diverses cultures. Mélanie-Antoinette Demassy, la présidente du comité d'honneur du Mondial du théâtre, était interviewée par Gaëtan Lebrun. Et je vous rappelle que le mondial se poursuit jusqu'au 27 août avec 6 représentations par jour. Olivia Dorato est de retour. La chanteuse monégasque ne manque pas de projets et elle vient de prendre part à une production internationale inédite. Elle est l'une des artistes du World Album qui comprend 200 chansons, une par pays, et elle est notre invitée. Bonsoir Olivia Dorato. Bonsoir. Nous sommes très heureux vraiment de vous recevoir ce soir, d'autant plus que nous vous suivons depuis vos presque premiers pas musicaux. Quel chemin parcouru depuis ses débuts dans le grand bain. Avant d'évoquer le projet ambitieux de votre actualité, à quoi ont été consacrés vos derniers mois ? À la sortie de plusieurs singles, j'ai signé avec Universal France, donc c'est incroyable. Et voilà, je suis bien lancée, je suis bien partie. Et depuis le temps que vous me suivez, j'en ai fait du chemin et je suis très contente de vous l'annoncer aujourd'hui. Et vous n'avez jamais rien lâché, waouh, Universal. Sans compter cet album international, c'est votre actualité de l'été, The World Album. Quel en est son principe ? Le principe, c'est que c'est un album qui contient 200 chansons. C'est un album qui réunit des artistes qui sont nés ou qui ont grandi dans chaque pays du monde. Donc c'est un truc de fou, ça n'a jamais été fait. C'est une grande première historique. Donc il y a 93 langages dans l'album, 121 styles musicaux. C'est vraiment varié et c'est une richesse comme on n'a jamais vu ailleurs. Et comment avez-vous été contacté? Alors l'anecdote est amusante. Ouais, l'anecdote est super marrante. En fait, c'est un projet qui est tellement colossal que les artistes entre nous, on a dû aider pour trouver d'autres artistes de chaque pays justement. Et moi, c'est l'artiste de Madagascar qui m'a trouvé. Et voilà, j'ai cette chance de faire partie de ce projet grâce à lui. Ensuite, ça a été validé par Brandon Beckwith, le producteur américain qui a créé ce projet. Et voilà comment je suis embarquée dans cette folle aventure. Et ce qu'il faut préciser, c'est que votre clip, notamment, fait partie des plus populaires. Exactement. Donc en fait, on avait le choix de choisir soit de créer une chanson de toute pièce pour le projet, soit de choisir une chanson de notre propre catalogue. Moi, j'ai fait le choix de choisir ma propre chanson, celle que j'estimais qui représentait d'une part le mieux Monaco et le mieux mon univers musical. Et en plus, dans le clip, c'est super chouette parce qu'il a été tourné sur la digue de Cap d'Aille. Donc derrière, on voit Monaco, donc parfait pour justement ce projet. Oui, c'est une belle fierté, mais c'est aussi une responsabilité de représenter Monaco. Ouais, c'est quand même beaucoup de pression, j'avoue. Mais je pense que j'ai quand même maintenant prouvé que j'avais ma place et que ce que je faisais, c'était du sérieux, la preuve avec Universal. Donc moi, c'est plutôt une fierté qu'une pression. Et je serai toujours là pour parler un peu plus de mon pays, pour faire tomber les codes même, ou montrer une autre image, une autre facette de ce pays. Et c'est super chouette. On entend votre enthousiasme. C'est vrai que c'est une idée aussi très originale, hein, cet album, qui est l'un des plus longs au monde. Vous, plus personnellement, vous l'avez écouté en entier ? Oui, je l'ai écouté en entier, ça m'a pris pas mal de temps. Parce que moi, quand j'écoute de la musique, j'aime bien me poser et l'écouter correctement avec un bon son. Donc ça m'a pris plusieurs jours. Et là, j'ai envie de le réécouter une deuxième fois, parce qu'il faut toujours, c'est important de réécouter pour se faire son avis. Et donc, il y en a plusieurs qui m'ont bien plu. Et ce que je trouve intéressant avec cet album, c'est qu'il n'y a pas forcément toutes les chansons qui peuvent plaire à tout le monde, mais il y aura au moins une chanson qui plaira à quelqu'un. Et donc, c'est chouette. Et maintenant, en conclusion, Olivia, alors quels sont vos projets ? Le projet, c'est pour la rentrée, la sortie d'un nouvel EP, donc j'ai très hâte. Et puis normalement, pour cet album, pour ce World Album, il est censé se créer un festival dans les prochaines années, voire l'année prochaine, mais c'est un peu ambitieux, donc on verra. Mais donc ça vous permettrait d'aller encore porter la voix de Monaco toujours un peu plus loin. Merci Olivia Dorato d'être venue nous présenter ce World Album. À très bientôt. À très bientôt et merci encore pour votre fidèle soutien. Avant de refermer ce journal, comme chaque samedi de ce mois d'août, nous allons reprendre la route pour un nouvel épisode des carnets de voyage d'Alexandra Pani, notre correspondante aux États-Unis. Et pour cette avant-dernière étape, Alexandra nous propose un arrêt dans l'un des décors les plus extraordinaires du Grand Ouest. Sa rive nord-est est malheureusement en proie à d'importants incendies depuis le début du mois de juillet. Le foyer le plus important a ravagé plus de 50 000 hectares. Mais vous avez pu vous rendre, Alexandra, sur la côte sud du Grand
Grand Canyon, encore ouverte au public, elle. Bonsoir à vous. Avec ses 1500 mètres de profondeur, le Grand Canyon est le plus spectaculaire au monde, creusé par le fleuve Colorado. Il est situé dans l'Arizona. Je vous propose cette semaine de vous amener découvrir ce lieu exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grandiose, c'est le premier mot qui nous vient en découvrant ce paysage à couper le souffle. Le Grand Canyon mérite son nom. Pour vous donner une idée, voici quelques données. Il mesure 445 km d'est en ouest. 29 km au point le plus large séparent les rives nord et sud. En voiture, il faudra entre 4 et 5 heures pour allier les 346 km de route entre l'entrée sud du parc et l'entrée nord. Et ces gorges mesurent 1,5 km au point le plus profond. Chaque année, 4 700 000 touristes viennent découvrir ces paysages hors du commun. Comme la plupart des parcs nationaux américains, il faut s'acquitter d'un droit d'entrée de 35 $ par véhicule et se préparer l'été à affronter des températures élevées aux alentours de 40 degrés. Mais avant d'être cette stupéfiante carte postale, le Grand Canyon est une terre ancestrale de communautés autochtones, dont 11 encore présentes aujourd'hui dans la région. En tant que visiteurs, nous sommes éblouis par la diversité de ces montagnes, allant du lumineux ocre à des teintes plus violettes selon les massifs. De nombreux géologues étudient encore aujourd'hui ces différentes strates de roches, mais personne n'arrive à se mettre d'accord sur l'âge exact de ce canyon. On a longtemps pensé que le fleuve Colorado l'aurait sculpté il y a 6 millions d'années, mais en 2012, une nouvelle étude a démontré que ce processus aurait débuté il y a 70 millions d'années. Et si le Grand Canyon demeure une énigme géologique, il reste une source d'inspiration inépuisable. C'est la fin de ce journal, l'occasion pour nous de vous partager ce chiffre symbolique. Le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Tokyo vient d'accueillir son 1 000e visiteur. Nous nous quittons sur les photos de Stéphane Dana, prises aujourd'hui à Turin, à l'occasion du grand départ du Tour d'Espagne 2025. À suivre dans un court instant la météo d'Alban Gingembre. Nous nous retrouverons demain à 18h30 pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, on reste sur un ciel partiellement nuageux à Monaco. Pas de grands changements par rapport à aujourd'hui. Les températures seront comprises entre 22 et 26 degrés. Un week-end tout en douceur. Le dimanche 24 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête au Barthélemy. Et le 24 août, c'est aussi la date de naissance d'un compositeur franco-monégasque. Si je vous dis avec le temps, Rotterdam, la mémoire de la mer ou encore la chanson du mal-aimé, vous l'avez, il s'agit de Léo Ferré, né en 1916. L'artiste repose aujourd'hui au cimetière de Monaco. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.